In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content, je renoue le dialogue avec Jean-Marc Lalanne, on se connaît un peu depuis quelques années et ça me fait vraiment plaisir, et d'autant plus qu'on va parler et d'un livre, mais aussi d'une personnalité importante dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire du cinéma français, une actrice, mais aussi une cinéaste. Ça aussi, on va en parler, c'est très important. C'est Delphine Seyrig. Je montre le livre. Il est édité chez Capricci. Il sort le 17 et le sous-titre, c'est En construction. On va en parler. Pourquoi En construction, pardon. Et c'est donc édité chez Capricci. Toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. Et Jean-Marc Lalanne est là pour nous en parler. Merci beaucoup à toi. Et comment vas-tu déjà? Comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Je suis content que le livre sorte et merci beaucoup pour ton intérêt et pour m'avoir invité. Ça me fait très plaisir de te retrouver, parce que ça fait quelques années qu'on ne s'était pas croisés. Donc merci beaucoup. Voilà, c'était entre parenthèses en Algérie. Voilà, c'est quand même important de le préciser. Alors, je vais quand même rappeler, tu as été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Tu as été critique de cinéma pour les Cahiers avant, mais tu as été aussi rédacteur en chef entre 2001 et 2003. Puis ensuite, tu travailles maintenant aux Arocs depuis 2003. Alors, tu as été rédacteur en chef du service cinéma, puis directeur de la publication et rédacteur en chef au service cinéma et culture. Et de temps en temps, tu collabores aussi au Masque et la Plume. Et surtout, je crois que c'est ton premier livre solo, si je me trompe pas. C'est mon 5e livre, mais le premier que j'écris seul. Les précédents, je les avais toujours coécrits. J'en avais écrit 2 avec Philippe Azouri. J'avais écrit un essai sur Gaz Van Sant avec Stéphane Bouquet. Mais là, c'est la première fois où je me suis attaqué à l'écriture seule. Voilà, ce qui est à la fois un peu galvanisant et en même temps, j'aime aussi beaucoup écrire à 2. Donc, c'est intéressant à mener en tout cas. Alors, la première question, elle est un peu provocatrice, mais j'ai envie de dire que je la pose pour le monde entier, on va dire ça comme ça. Moi, je suis très content qu'on parle de Delphine Seyrig, mais qu'est-ce qui fait qu'il faut toujours parler de Delphine Seyrig et qui plus est aujourd'hui et lui consacrer un livre? Pourquoi? Alors, c'est vraiment pas du tout pour des raisons opportunistes, même si je pense qu'il y a une très grande opportunité à parler aujourd'hui de Delphine Seyrig, parce que sa parole n'a jamais été aussi audible, entendue, partagée et reprise que depuis, on va dire, MeToo, grosso modo. Tout à coup, son statut de pionnière sur des questions de représentation qui engagent la question du sexisme, tout à coup éclaté en plein jour. Et donc, il y avait, disons, une raison liée à une forte actualité pour parler de Delphine Seyrig. Mais par ailleurs, Delphine Seyrig est quelqu'un qui est extrêmement important pour moi depuis l'enfance. D'abord par Jacques Demy, par son personnage de La Fête des Lilas, qui m'a fait vraiment énormément rêver lorsque j'avais 8 ans. Et puis ensuite, elle a accompagné tous les paliers de ma cinéphilie, que ce soit avec la découverte adolescent d'Alain Resnais ou de François Truffaut, et puis un peu plus tard, un cinéma plus radical, d'une modernité plus extrême avec Chantal Akerman ou Marguerite Duras. Donc Delphine Seyrig est vraiment une actrice qui m'accompagne depuis toujours, à laquelle je pense que je peux dire sans exagérer que j'ai presque toute ma vie pensé tous les jours à Delphine Seyrig. C'est pas la seule, il y a beaucoup d'acteurs ou d'actrices auxquels je pense tous les jours, mais en tout cas Delphine Seyrig fait partie des gens qui me nourrissent. Il se trouve qu'on m'avait proposé il y a 15 ans, à l'époque où on n'était pas redevenu à ce point dans l'espace public, d'écrire un texte pour un catalogue, pour une rétrospective au Festival de La Rochelle de ces films d'actrices. Donc j'avais expérimenté le fait que Delphine Seyrig me donne des idées, me nourrit chez moi un désir d'écriture. Et lorsque les éditeurs de Capricci m'ont signalé qu'ils aimeraient bien qu'on fasse un livre ensemble, ça s'est imposé en fait, que c'était le moment pour moi d'écrire sur Delphine Seyrig un texte plus long que l'introduction au catalogue que j'avais fait il y a 15 ans. Alors, une question qui n'était pas prévue du tout, mais j'ouvre une parenthèse. Je sais que il y a comme ça certains acteurs et actrices qui sont importants pour toi dans la construction du regard, dans le regard sur le monde et tout. Je sais qu'Isabelle Huppert en fait partie. Et en lisant le livre, alors pour moi, c'était peut-être pas évident, pour toi, ça l'était certainement, mais pour moi, pas du tout. Je m'étais dit que quand tu vas chercher un peu comme ça
comment dire, une espèce de réflexion sur d'autres acteurs et d'autres actrices. C'est la politique des acteurs. Tu en parles avec Luc Mourlet. Ça, on va en parler aussi. Luc Moulet, pardon. Luc Moulet. On va en parler plus tard. Est-ce qu'il y a aussi peut-être d'aller chercher un peu du Delphine Seyrig dans des actrices de notre société qui sont contemporains, dont on est contemporain? Est-ce qu'il y a un peu ça? Je pense à Isabelle Huppert, par exemple. Oui, bien sûr, c'est évidemment une question que je me suis posée et que j'aborde dans le livre. Ça serait comment, toute la dernière partie du livre s'appelle Dissémination, et c'est comment Delphine Seyrig s'est disséminée dans l'espace public, dans le cinéma contemporain. Et je cherche des actrices, voire même des acteurs, qui ont pu attraper quelque chose du geste de Delphine Seyrig, de son être au monde. Isabelle Huppert, évidemment, en fait partie. Alors, Isabelle Huppert, ce qui est intéressant, c'est que au tout début de sa carrière, elle a quasiment commencé au cinéma en partageant un personnage avec Delphine Seyrig, puisque lorsqu'elle a 22 ans, elle tourne un film de Liliane de Kermadec qui s'appelle Aloïse, où elle joue le personnage d'Aloïse jeune, très jeune fille, alors que Delphine Seyrig va interpréter le même personnage adulte. Donc elles se sont quasiment pas rencontrées sur le tournage. J'en ai parlé récemment avec Isabelle Huppert. Elle me dit qu'elle a juste croisé une journée sur le tournage du film et qu'elle était très intimidée parce que Delphine Seyrig était, paraît-il, quelqu'un de très intimidant. Donc je pense que très jeune, elle a été très frappée par Delphine Seyrig et elle a joué un personnage. Une cinéaste avait pensé qu'elle pouvait jouer le personnage. Donc ça veut dire quand même qu'il y avait des correspondances très fortes entre elles. Et je pense ensuite que dans l'exigence de la carrière qu'elle a menée, son côté extrêmement autoriste, cette manière de penser que croire au cinéma, c'est d'abord croire au metteur en scène, il y a quelque chose qui la rapproche de Delphine Seyrig, puisque Delphine Seyrig n'a quasiment pas fait de mauvais films. C'est quelqu'un qui n'a fait que du cinéma d'auteur et qui n'a travaillé qu'avec des cinéastes dont elle croyait absolument en l'exigence artistique. Mais il n'y a pas que Isabelle Huppert. Moi, je pense que Jeanne Balibar, par exemple, est vraiment à la fois aussi par un certain tracé dans le cinéma contemporain, une ligne de crête comme ça sur une certaine hauteur de cinéma, mais aussi je dirais sur la voix. Je trouve que chez Jeanne Balibar, il y a quelque chose sur le maintien, sur un certain maniérisme aussi dans le jeu, qui me semble vraiment très influencé par Delphine Seyrig. Et il y en a encore d'autres. Enfin, parfois même, c'est des cinéastes qui ont construit. Par exemple, Nathalie Richard chez Bertrand Mantico. Je pense vraiment, il fait porter des robes que Delphine Seyrig a portées dans Les Lèvres Rouges. Vraiment, Mandico a trouvé sa Seyrig avec Nathalie Richard et il joue de plein de correspondances fétichistes avec elle, un peu comme avec une poupée. Comment on approche quelqu'un qui a construit notre histoire du cinéma comme toi avec Delphine Seyrig et qu'on essaye de faire un livre autour de ce personnage-là? Comment on construit un livre de cette manière? Comment on fait en sorte que l'émotion, peut-être le trop-plein de subjectivité, on essaie de le mettre de côté? Comment on approche un personnage comme ça? Je suis d'abord parti d'une armature un peu critique, c'est-à-dire que j'ai cherché à la définir, à voir ce qu'elle incarnait, et j'ai essayé de trouver des mots que je pouvais apposer à Delphine Seyrig. Par exemple, le mot dame, avec à la fois cette connotation générationnelle, c'est-à-dire qu'une dame, c'est une femme qui n'est plus jeune, mais aussi sociale. Une dame, c'est une femme qui n'est pas une femme du peuple. J'ai essayé de la qualifier par plein de mots et ensuite de tirer sur ces fils pour voir la manière dont elle les avait travaillé, incarné au cinéma. Donc c'était d'abord, disons, une écriture critique. Et ensuite, je l'ai nourri d'un travail de recherche, à la fois en lisant une biographie extrêmement bien faite de Mireille Branger sur elle. Donc je l'ai aussi nourri d'anecdotes et de récits liés à des événements de sa vie. Et puis aussi, je me suis plongé dans ses interviews et dans sa parole à elle. Une parole à la fois dans ses interviews de presse écrite, mais aussi une des raisons qui ont fait réapparaître Delphine Seyrig dans l'imaginaire contemporain commun, je pense, c'est YouTube. Il y a vraiment beaucoup de vidéos disponibles d'elle faisant des interventions de télé souvent assez fracassantes dans les années 70, des interventions polémiques, militantes, dans des émissions de débat où elle intervient sur la question du droit à l'avortement, et elle intervient d'une manière qui est extrêmement habitée, intense, virulente. Donc j'avais envie qu'on entende aussi la parole de Delphine Seyrig dans le livre. Donc il y a beaucoup de citations de choses qu'elle a dites. Voilà, c'est un peu les trois axes. Un axe qui serait purement critique d'analyse, puisque je pars quand même beaucoup de ce qu'elle fait dans les films, comme actrice ou comme réalisatrice.
Ensuite, j'avais quand même envie qu'il y ait une part de récit, que j'ai essayé de faire réapparaître, même si la logique de construction du livre, c'est quand même plutôt des axes critiques. À l'intérieur de ça, j'ai essayé de réintroduire du récit. Et aussi, j'avais envie qu'on l'entende elle, donc je l'ai beaucoup cité. Mais ce qui est assez incroyable, c'est, tu l'as dit dès le début, hein, de cette émission, c'est la résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin, Mm. ce rapport comme ça. Enfin, et puis c'est très drôle. Enfin, c'est très drôle. C'est que en lisant le livre, moi, je me suis amusé à regarder aussi les vidéos parce que tu détailles tout, tout est précisé. Et il y a des moments, ce qu'elle dit, les propos qu'elle dit par rapport à surtout à souvent c'est des journalistes hommes, très souvent. Il y a parfois des journalistes femmes aussi, mais souvent c'est des journalistes hommes qui lui posent des questions de genre qui sont extrêmement insensées. Et ce qu'elle dit, c'est comme si, là encore, je fais une petite digression, mais c'est comme si, même si tu le consacres un chapitre, je crois que c'est la femme révoltée, une femme révoltée dans le livre, Ouais. c'est le fait que j'ai l'impression que ce qu'elle dit, c'est comme si elle pouvait nous le dire aujourd'hui en 2023 et que c'est pas vraiment gagné. C'est pas du tout gagné. Et c'est Oui, c'est assez, vrai, ouais, c'est bien impressionnant. sûr. Déjà, sur le côté pionnier, il y a quand même un écueil dans lequel il ne faudrait pas tomber, c'est de penser qu'elle était seule, ce qui n'était pas le cas. Mm. C'est-à-dire que malgré tout, après mai 68, elle a su que des femmes se réunissaient pour réfléchir à la question des discriminations sexistes, et donc elle a participé aux premières réunions qui ont donné naissance au mouvement de libération des femmes, le MLF. Donc, elle était quand même très soucieuse que sa parole ne soit pas celle d'une actrice, seulement celle d'une actrice connue, même si elle l'a beaucoup utilisée malgré sa notoriété pour se retrouver dans des endroits exposés et faire entendre une parole, mais qui était quand même la parole d'un collectif. Du MLF et des pionnières du mouvement de libération de la femme de l'époque. Donc voilà, il faut pas non plus en faire une sorte de cavalier solitaire, quoi. Elle était la porteuse d'une vague et d'un mouvement. Ensuite, quand on revoit ces vidéos, ce qui est frappant, à la fois, malgré tout, c'est de se dire que ce qu'elle disait, qui pouvait paraître à l'époque comme extrêmement provoquant, aujourd'hui quand même apparaît extrêmement sensé. Et que c'est les gens face à elle qui ont l'air d'être soufflés par sa parole, qui nous semblent Mm. vraiment des dinosaures, enfin qu'il y a vraiment un archaïsme absolu dans la manière dont ils reçoivent sa parole. Ce qu'on voit 50 ans après, c'est malgré tout qu'elle avait l'histoire avec elle, et qu'aujourd'hui on entend quand même de manière assez claire et limpide ce qu'elle avait à nous dire. Après, sur certains points, notamment sur l'industrie du cinéma, je pense que même si des choses ont bougé par rapport à 1972, il y a dans sa critique de la façon dont il existe des récits masculins qui sont les récits dominants du cinéma, je pense que c'est toujours assez opérant comme analyse critique. Parlons aussi de l'actrice avant de parler de la cinéaste, parce que c'est très important. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est dans le chapitre 1, page 13, dans le chapitre Une dame. Après, tu vas revenir sur un autre chapitre qui s'appellera Une dame, c'est la deuxième partie, mais ça on va en parler peut-être certainement. Où tu termines ce chapitre en disant on ne naît pas dame, on le devient, mais on peut aussi en revenir. Deux questions. Qui est Delphine Seyrig dans le sens, enfin, d'où vient Delphine Seyrig? Est-ce qu'on avait aussi des images de Delphine Seyrig avant le fameux film Marienbad? Et puis, ce rapport à ce que tu dis par rapport au fait que le cinéma français l'a beaucoup, beaucoup choisi pour jouer des rôles tu dis, de grandes, voire de très grandes bourgeoises. Est-ce qu'il y a eu aussi une manière pour elle de dynamiter tout ça de l'intérieur? Voilà. Ouais. Bah, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, elle l'était. C'est-à-dire que non seulement une très grande bourgeoise, mais même un peu plus que ça, puisqu'elle avait une ascendance aristocratique. Sa maman s'appelait Hermine de Saussure. Mmh. Son père, Henri Seyrig, était lui aussi issu de la très très grande bourgeoisie. Dans sa famille, il y a des générations de généraux, de gens qui tous dans leur domaine ont été illustres. Donc elle était à la fois de la très grande bourgeoisie, mais aussi la très grande bourgeoisie intellectuelle. Elle hérite d'un patrimoine culturel, mais aussi d'un patrimoine économique très important. Mais lorsqu'elle est adolescente, dans l'immédiat après-guerre,
elle choisit de se déprogrammer. Et elle va mener une vie un peu bohème, d'abord à Paris, puis ensuite à New York, avec celui qui deviendra son mari, qui est un jeune artiste peintre. Et ils vont avoir une vie d'artiste Saint-Germain-des-Prés. Elle s'habille de manière un peu androgyne, en noir, comme la jeunesse bohème existentialiste, rive gauche de ces années-là. Et elle va plutôt essayer de se défaire, de se déprendre de tous les signes extérieurs de sa classe d'origine. Et ce qui est intéressant, c'est que le cinéma va lui faire un petit peu le même parcours, puisque il existe des images d'elle avant Marianne Bad, puisque tu posais la question. Il y a évidemment quelques photos personnelles, mais il y a aussi une série télé une série télé américaine qui s'appelle Sherlock Holmes, totalement oubliée, où elle a deux petits rôles dans 2 épisodes différents, et où on voit à quoi elle ressemble avant Marianne Bad, et c'est assez étonnant parce qu'on la reconnaît pas très bien. Et puis surtout, lorsqu'elle vit à New York à la fin des années 50, avant de revenir en Europe pour Marianne Bad, elle tourne avec Robert Frank, le très grand photographe, qui vient de publier son recueil Les Américains, et qui, avec Kerouac, Ginsberg et toutes la crème des artistes beatniks de l'époque, vont faire un moyen métrage expérimental, totalement improvisé, déconstruit, jazzy, dans lequel Delphine Seyrig a un rôle assez important. Et là, on la découvre, les cheveux courts, pas du tout sophistiqués, telle qu'elle était dans la vie, à savoir une intellectuelle qui à la fois était marquée une très grande défiance des signes extérieurs de la féminité sophistiquée archétypale, mais aussi de la très grande bourgeoisie. Et c'est René qui va reconstruire tout ça avec sa complicité pour en faire une espèce de femme hyperbolique, de star de cinéma au carré dans Marianne Bad. Et c'est à la fois une construction, puisqu'elle n'était pas ça du tout dans la vie à ce moment-là, mais quand même aussi un peu une reconstruction, puisque c'est ce qu'elle avait passé la première partie de sa vie adulte à essayer de détruire, mais dont elle avait hérité. Est-ce qu'il y a, on dit souvent, c'est quoi un film de François Truffaut, c'est quoi un film d'Alain Resnais, ce serait quoi un film avec Delphine Seyrig? C'est une Je me permets cette question parce que à un moment, tu parles de la politique des acteurs et tu insistes beaucoup là-dessus. Et c'est pour ça que je me permets cette question. Bien sûr, c'est beaucoup de choses, mais si je devais le synthétiser en très peu de choses, je pense que ce qu'elle apporte au cinéma, c'est toujours une sorte de réflexivité où elle désigne ce qu'est son personnage plutôt qu'elle ne l'incarne. C'est qu'elle ne fait pas corps avec ses personnages. Lorsqu'elle est Fabienne Tabar dans Baiser volé, elle montre ce que c'est qu'une bourgeoise comme fabrication, comme ensemble de signes. Il y a un mélange d'ironie, de distance, d'exagération dans le maniement des signes qui composent son personnage, qui fait qu'elle le met à distance. Et en faisant ça, ce qu'elle met à distance, c'est toujours aussi un peu le cinéma. Et donc, c'est pas par hasard qu'elle a collaboré avec les metteurs en scène qui ont le plus vaillamment déconstruit le cinéma représentatif. Je dirais René sur la question du récit, puis Duras dans les rapports image-son, et Ackerman qui est allé aussi loin qu'on pouvait aller dans la destruction du naturalisme et le travail de décomposition des protocoles narratifs par une durée qui envahit tout et détruit tout. Je pense que ça, son jeu l'autorisait, l'encourageait, l'accompagnait. Son jeu amène une distance qui met à distance le cinéma, qui montre comment il est fabriqué, en quoi c'est un artifice. Elle met à jour les leurres du cinéma classique et représentatif. Et il y avait comme ça dans sa génération des actrices, voire même des acteurs aussi. Aussi voilà, dans cette génération, est-ce qu'elles se reconnaissaient chez des confrères et des consoeurs, ou est-ce qu'elle était vraiment à part? Non, il y a une actrice jumelle qui est Jeanne Moreau, qui est un tout petit peu plus âgée qu'elle et qui va tout faire avant elle. Lorsqu'elle est, ce qui est intéressant, c'est que Delphine Seyrig, elle était obsédée par Gérard Philippe et Jean Vilar et par le TNP, ce théâtre populaire national extrêmement créatif dans le théâtre d'après-guerre. Elle n'a jamais réussi à y entrer, alors que tous ses copains de promo, Jean Rochefort, Philippe Noiret, ils sont entrés. Et elle parlait pas assez fort, elle avait une présence que ce théâtre-là
n'a pas réussi à absorber, contrairement à des générations postérieures comme Claude Régis, par exemple. Donc, elle avait ce complexe-là. Et lorsqu'en 1951, elle est allée, étudiante de cours de théâtre, assistante spectatrice au CID de Jean Vilar avec Gérard Philippe, elle a été foudroyée par le spectacle, mais aussi par une jeune comédienne qui était sur scène face à Gérard Philippe, qui était Jeanne Moreau. Et donc, je pense qu'elle s'est vraiment projetée en Jeanne Moreau. Jeanne Moreau ensuite a tourné avec Jacques Demy avant elle, avec Truffaut avant elle, avec Louise Buñuel avant elle. Il n'y a que Duras avec qui elle a tourné avant Jeanne Moreau. Mais en tout cas, elles ont plein de cinéastes en commun. Elles ont des parcours de cinéma en commun. La seule différence, c'est que Jeanne Moreau a fait aussi des films plus populaires, qui en ont fait une actrice peut-être plus célèbre et plus respectée par l'industrie que Delphine Seyrig, qui a quand même toujours été à la périphérie de l'industrie. C'est-à-dire que les films les plus populaires qu'elle ait fait, c'est Buñuel, Truffaut, Demy. C'est le maximum auquel elle pouvait aller dans le cinéma populaire. Elle avait quand même un goût de la radicalité qu'avait aussi Jeanne Moreau, mais que Jeanne Moreau a choisi de concilier avec des choses aussi plus, avec Louis Malle, voire des choses encore plus populaires. Donc voilà, en tout cas, il y a une gémellité entre Jeanne Moreau et Delphine Seyrig, y compris aussi dans l'étrangeté de la voix, une beauté qui n'était pas une beauté classique, quelque chose d'assez fortement sexué, mais pas du tout à la façon de Brigitte Bardot, une sexualisation cérébrale, je dirais, qui en font deux actrices qui sont un peu en écho. Après, si on doit chercher un homologue masculin, c'est évidemment Michael Lonsdale, qui a été son partenaire dans beaucoup de films, et qui, comme Delphine Seyrig, a ce génie pour montrer que ce qu'il est en train de faire, c'est du jeu, qu'il n'essaie pas de faire croire que c'est la réalité, et qu'il est en train de désigner la représentation au moment même où il représente. Voilà, ils ont fait beaucoup de films en commun, ils ont fait tous les deux cette diction, cette manière de descendre et de monter sur les syllabes qui donnent quelque chose d'aussi particulier à leur jeu. Alors, c'est marrant parce que c'est vrai, Jeanne Moreau, alors là, pour le coup, je suis pas sûr, mais il faudrait vérifier. Je crois qu'elle a joué dans un film de Gilles Granger qui s'appelait Gasoil avec Gabin, je crois. Voilà, Jeanne Moreau. Donc voilà, et donc bon, il y a Touché pas au Grisby, mais bon, on va dire que ça c'est autre chose vu que c'est Becker, donc c'est différent. Mais voilà, donc il y a eu. Elle a tourné avec Henri Verneuil, elle a fait plein de choses très populaires. Delphine Seyrig a fait très peu ça. Et quand elle l'a fait, c'est des films qui n'ont pas marché, qui étaient un peu ratés. Elle a jamais, son plus grand succès populaire, c'est Peau d'âne de Jacques Demy. Elle a jamais réussi à faire un film grand public. Mais tu vois, il y a un moment, page 80. C'est dans le chapitre Une femme assignée. Je ne veux pas faire de comparaison avec les films populaires de Jeanne Moreau, c'est pas ça. Mais tu vois, tu écris par la suite, Delphine Seyrig prendra un très grand soin à ne pas être complice du sexisme, à ne pas accepter des rôles où la seule fonction du personnage féminin est d'assurer le repos du guerrier au personnage central masculin. Ça, c'est énorme parce que quand je lis ça, tout de suite, je me remémore des films plutôt américains des années 80, dont beaucoup de gens aujourd'hui, qui ont certaines de notre génération, mettent au premier plan alors qu'ils voient pas que quand même, c'est un peu problématique. Mais tu continues en disant à ne pas se laisser érotiser de façon purement mécanique parce qu'un personnage féminin servirait à ça, satisfaire les pulsions du personnage principal et émoustiller l'essence du public masculin. Un film pourtant coche immanquablement ces deux cases et sa présence dans cette filmographie si rigoureuse intrigue contre une poignée de diamants d'On Siegel. C'est quoi le paradoxe là-dedans? Pourquoi, selon toi? Là, il aurait fallu peut-être qu'on ait une enquête biographique dont je n'ai pas menée jusqu'au bout pour savoir pourquoi elle a accepté ce film franchement assez mauvais, alors que Don Siegel, il a fait quand même quelques très bons films, notamment avec Clint Eastwood. Et celui-là est vraiment pas bon du tout. Et ce qui est fascinant, c'est que le rôle coche toutes les cases de ce que Delphine Seyrig a refusé. Mais probablement que pour des raisons économiques ou quand on est actrice, on ne peut pas autant refuser des choses qu'on le souhaiterait. Et donc, c'est à la fois un film où il y a vraiment, comme on dit, un male gaze, c'est-à-dire un regard extrêmement masculin de façon lourde dans la manière de l'érotiser. Elle joue le rôle d'un personnage extrêmement négatif, mais qui quand même est à la solde du personnage encore plus négatif qui lui est masculin. Elle n'est que son aide, son adjointe. Donc elle joue comme ça une sorte de poupée démoniaque. Le film est très mauvais et très sexiste. Et je ne sais pas du tout pourquoi elle a accepté. Oui, parce que c'est ça, après, on va parler après de Delphine Seyrig cinéaste, et c'est vrai que c'est assez. Tu parlais de Jeanne Balibar, avec le point commun avec la voix, et je suis entièrement d'accord avec toi. Et permets-moi de lire encore un extrait, parce que j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu plus de cette voix-là.
Parce que même si je me souviens bien, dans Domicile conjugal, je crois, l'un des acteurs dont je me souviens plus, qui est mort récemment, qui imite et Claude Vega, qui est un ami de Truffaut et qui imite la voix de Seyrig, et c'est juste extraordinaire. Et donc voilà, toi tu écris cette page 36, donc chapitre Une voix, et tu écris cette voix, donc celle de Delphine Seyrig, a du génie. Comme celle des sirènes, elle entraîne les vaisseaux du cinéma dans une expérience du désastre où tous les protocoles narratifs visuels sont naufragés. Il suffit pour cela qu'elle se détache de son corps. Mais que fait-elle lorsqu'elle flotte ainsi au-dessus de l'enveloppe de son personnage? Elle dérive et parfois ça rime à un autre corps. Et je voulais aussi insister sur le style de ton écriture qui est juste remarquable. Et cette voix, c'est vrai que très souvent, pardonne-moi, mais c'est vrai que quand on parle d'Elphine Seyrig, je pense la voix, c'est plus évident que le corps, même si tu consacres un chapitre aussi au corps, et on va en parler. Mais c'est vrai que la voix, elle est particulière. Ouais, la voix, sa tessiture est très particulière. Il y a une nuance de gravité qui la rend chaude et érotique. Il y a aussi l'énonciation, sa manière de prononcer la langue française avec quelque chose de traînant qui probablement est hérité de ses origines suisses, mais aussi une manière tout à fait imprévisible de ponctuer certaines syllabes dans un mot qui ne sont pas celles qu'on ponctue dans la langue française, qui donne quelque chose de toujours étonnant dans sa manière de s'approprier son texte. Et donc sa voix, elle est vraiment remarquable, mais ce qui est beau, c'est aussi ce que le cinéma en a fait, puisque dès l'année dernière, Marianne Bad, Alain Resnais, et probablement que c'est inspiré par les potentialités de cette voix, qu'il a choisi de détacher la voix du corps, et que dans Marianne Bad, il y a des scènes où les lèvres des personnages restent closes, mais on entend leur voix. Parfois, on ne les voit même pas à l'écran, mais on continue encore à entendre leur voix. Donc, il va assez loin sur le désassemblage entre les voix et le corps. On ne sait pas où est l'origine le foyer duquel ces voix s'élèvent. Et évidemment, beaucoup plus tard. Donc, ce qui est marrant, c'est que Joseph Losey, dans un film assez intéressant qui s'appelle Accident, va accentuer ce procédé. Delphine Seyrig n'apparaît que 10 minutes dans le film, mais durant ces 10 minutes, ses lèvres restent closes tout le temps, et on entend sa voix, et légèrement désynchronisée avec ce qu'elle fait, et c'est un hommage que Joseph Losey rend à Alain Resnais. Mais ce qui est fou, c'est que 8 ans plus tard, Marguerite Duras va aller encore beaucoup plus loin en faisant un film entier qui est India Song, où Delphine Seyrig, là encore, se tait. Ses lèvres sont closes du début à la fin, et tout le texte est dit en voix off avec des effets poétiques de décalage entre la voix, le corps, ce qui se joue et ce qui se dit sur la bande-son. Donc Delphine Seyrig, je pense, par cette potentialité extraordinaire de contenu dans sa voix, a accompagné une des opérations de déconstruction les plus fortes du cinéma qui mène à India Song de Duras. Et après India Song, il y a même un autre film qui est de Marguerite Duras qui s'appelle Son nom de Venise dans Calcutta Désert, où probablement qu'elle trouvait qu'India Song était encore un peu trop séduisant, un peu trop classique dans sa forme, et elle va totalement supprimer, elle filme le décor vide d'India Song, donc on voit des couloirs vides, des pièces sinistrées, mais elle diffuse la totalité de la bande-son d'India Song. Donc on entend India Song, mais sur le décor du film vidé de ses comédiens. Donc là, il n'y a plus que la voix de Delphine Seyrig et plus du tout son corps. Donc c'est fascinant que cette fois, non seulement elle est sublime, mais en plus, elle a initié des aventures esthétiques incroyables, d'audace et de puissance. Comment tu peux expliquer qu'il y a comme ça des acteurs ou actrices, donc comme Delphine Seyrig, lorsqu'ils participent à la construction de la mise en scène d'un film, les auteurs ou autrices qui les regardent voient en elles une possibilité incroyable d'expérimentation. Comment tu peux expliquer ça? Qu'on peut aller très loin, on peut se dire, tiens, avec elle, on peut vraiment aller très très loin, on peut se le permettre. Je pense que les cinéastes qui l'ont fait travailler ont senti qu'elle était une partenaire, que le cinéma était pour elle le lieu d'une expression personnelle et un lieu d'invention. Elle n'a choisi que ces endroits-là dans tous les arts qu'elle a abordés, c'est-à-dire au théâtre, c'était Claude Régis, elle a été très proche de Samuel Beckett. Elle était vraiment passionnée par l'avant-garde et par
non pas les œuvres qui ne faisaient que gérer un stock de recettes et de savoir-faire, mais qui inventaient. Et donc, je pense que les cinéastes, non seulement se sont dit qu'avec elle, ils pouvaient aller loin, mais que probablement elle allait initier aussi des choses et les pousser à se dépasser en termes d'invention. Je pense que pour Duras, par exemple, elle a été vraiment une partenaire. Et d'ailleurs, dans le dernier film qu'elles font ensemble, Baxter Vera Baxter, il y a aussi des jeux entre le corps et la voix, puisqu'au départ, le personnage joué par Delphine Seyrig a la voix de Duras, avant de récupérer la voix de Delphine Seyrig. Mais Delphine Seyrig traverse le film en interrogeant les autres personnages, et clairement, elle est comme en délégation de la metteuse en scène à l'intérieur du film. Je pense que c'est très vrai sur Duras. C'est un peu différent avec Ackerman, mais malgré tout, je pense qu'elle était une alter ego très forte pour les metteurs en scène. Il s'avère que le livre donc sort dans la librairie le 17 février, et il s'avère que donc le 15 février sort en salle et réédité en salle le film Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig, parce qu'elle était aussi cinéaste. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, elle décide de passer derrière la caméra et de faire ses propres films? Elle avait le sentiment que le cinéma qu'elle voyait ou qu'elle ne voyait pas parce qu'il était trop mauvais pour qu'elle aille le voir, mais en tout cas le cinéma dominant, mais aussi les films qu'elle avait tournés, y compris les meilleurs, puisqu'elle avait quasiment, à part la Musica de Duras, que tourné avec des hommes jusqu'à la première moitié des années 70, ne portait pas les récits qu'elle avait envie de raconter, à savoir la place des femmes dans la société, la somme de frustrations, d'impossibilités qui pesaient sur elle, et qu'il fallait que les hommes ne pouvaient pas raconter ça, ou en le racontant se l'approprier et le dénaturer, et qu'il fallait que les femmes s'en emparent. Et donc elle a appris qu'il existait des lieux où des femmes faisaient des documentaires souvent militants, en vidéo, notamment une jeune cinéaste qui s'appelait Carole Rossopoulos, et que Carole Rossopoulos, qui avait acheté très très tôt la première vidéo en vente en France pour documenter différents types de luttes dans les années 70, Carole Rossopoulos dispensait des cours de vidéo parce qu'elle voulait que les femmes prennent la parole en s'emparant de cet outil très maniable qui leur permettrait de s'exprimer, alors même que la lourde industrie du cinéma, pour des raisons à la fois idéologiques et économiques, ne leur permettrait pas de parler aussi simplement. Et donc, elle a pris des cours de vidéo, et puis là, il naît une très grande complicité intellectuelle, et puis aussi une complicité affective. Elles sont devenues très amies, Carole Rossopoulos et Delphine Seyrig, et elles ont commencé à faire des films ensemble, collectivement, avec un collectif qui s'appelait Les Muses s'amusent. Et à un moment donné, il y a eu un projet. Donc, il y a eu, par exemple, une entreprise de détournement d'une émission de Bernard Pivot sur l'année de la femme, puisque 1975 avait été désigné comme l'année officielle de la femme. Bernard Pivot, star de la télé des années 70-80, avait fait une émission sur cette question, et Delphine Seyrig et les autres membres des Muses s'amusent détournent l'émission un peu à la Debord, mais de manière très déconnante. C'est un film très très drôle. Donc elle a fait plusieurs films collectivement, et puis il y a un film qu'elle a voulu faire seule, qui est Sois belle et tais-toi, où Carole Rossopoulos l'accompagne, mais se contente de faire le cadre, d'être chef opératrice. Et c'est un documentaire qui recueille la parole de 23 actrices qui sont soumises à un même questionnaire très simple de 4 ou 5 questions, des questions qu'on n'entend pas dans le film. On les déduit à partir des réponses des comédiennes. Et ces questions sont avez-vous déjà eu l'occasion de jouer des scènes chaleureuses entre deux femmes, ou n'avez-vous eu l'occasion, lorsque vous jouez avec une femme, soit de parler de vos problèmes avec un homme, soit d'être dans une relation de compétition et de rivalité. Et la plupart des actrices racontent que non, effectivement, elles n'ont jamais eu l'occasion de jouer des scènes d'amitié avec une femme. Que lorsqu'il y a dans le cinéma, en tout cas à cette époque, une scène écrite entre deux femmes, c'est systématiquement autour d'une compétition, d'une rivalité, et généralement autour d'un homme. Il y a la question de avez-vous le sentiment que la palette de rôles qui sont proposés à une actrice est
plus importante ou moins importante qu'un homme? Avez-vous le sentiment que il existe beaucoup de rôles de femmes au-delà de personnages âgés de plus de 40 ans, qui soient des personnages féminins? Et donc toutes les actrices répondent des réponses souvent assez proches et qui dessinent un horizon extrêmement bouché pour les comédiennes du point de vue des possibilités de ce qu'elles peuvent incarner. Et puis surtout, quand tu vois un film comme Sois belle et tais-toi, tu le vois aujourd'hui, tu as cette impression assez incroyable que le film a été fait hier. Ouais, et notamment, ce qui est très beau dans le film, c'est la manière dont, par exemple, il y a, une actrice, américaine, noire dans le film qui n'a toute sa Mmh. vie joué que, des rôles de servante et de bonne et ce qu'elle élabore comme discours, la manière dont elle joint les 2 discriminations dont elle a été victime, en tant que femme et en tant que femme noire, ça résonne vraiment très, très fortement avec, toute la pensée intersectionnelle contemporaine qui vise à joindre les luttes, conjointes de plusieurs, minorités et il y a la même chose, à la fin du film lorsque, Ellen Burstyn, parle du danger dans lequel la société des hommes a mis la planète et se lance dans une critique à la fois du patriarcat, mais aussi du capitalisme comme délétère et mettant en danger l'humanité tout entière, qui font beaucoup penser au discours écoféministe contemporain. Donc il y a cette manière d'articuler la dénonciation des injustices sexistes avec la critique du capitalisme, du racisme, de tous les crimes écocides qui résonnent très fortement dans le champ intellectuel contemporain. Ouais. Comment a été reçu le film à l'époque? Comment ont été reçus les films de Delphine Seyrig et Carlos à l'époque? Vraiment, il ne rayonnait que dans un milieu très restreint. Ouais. Ils n'ont pas connu, à part Sois belle et tais-toi, ils n'ont pas connu de diffusion, d'exploitation commerciale. Et Sois belle et tais-toi, qui a été tourné entre 1975 et 1976, n'a été distribué qu'au début de l'année 1981, ce qui était quand même un peu tard par rapport à sa fabrication et comme les choses avaient probablement déjà quand même un peu bougé, pas forcément en bien, mais en tout cas, j'ai l'impression que le film aurait dû vraiment être visible tout de suite. Mmh. Et lorsqu'en 1980 il sort dans une salle à Paris, c'est déjà un film un peu du passé et il va être très faiblement exposé, ne va pas du tout créer l'événement. Là encore, je pense que internet a beaucoup joué pour sa notoriété. C'est-à-dire que découpé en petites vidéos, par exemple les interventions spectaculaires de Jane Fonda ou de Juliette Berthaud ou de Mara Schneider, dans des vidéos de 2-3 minutes consultables sur YouTube, ont fait que beaucoup de gens ont découvert l'existence du film depuis 5-6 ans de cette façon. Et la notoriété du film n'a jamais été aussi forte que ces 5 dernières années. Alors, on peut malheureusement pas tout dire du livre, hein. Ça, c'est le gros problème à chaque fois qu'un écrivain ou une écrivaine vient sur la chaîne. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite énormément à vous procurer le livre. Une dernière question. Je rappelle donc Delphine Seyrig en construction, le titre du livre. Une dernière question. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment Delphine Seyrig est morte en 1990. Comment ça s'est passé la dernière décennie, les années 80 pour elle, au niveau du théâtre ou du cinéma? C'est une décennie assez difficile où elle travaille très peu. Après 2 décennies de plénitude, où elle d'abord une première décennie où elle va tourner avec les plus grands metteurs en scène de son temps, ou quelques-uns des plus grands en tout cas, puis une deuxième décennie où elle va devenir un peu plus qu'une actrice, c'est-à-dire beaucoup plus qu'une actrice même, c'est-à-dire qu'à la fois quelqu'un qui intervient dans la société par des prises de position sur la question du droit à l'avortement, sur la question des travailleuses du sexe, elle va être vraiment extrêmement impliquée dans la défense de questions sociales et puis elle va réaliser ses films. Donc après ces 2 décennies 60-70 d'accomplissement à tous les niveaux, les années 80 vont être assez difficiles. Elle a toujours pensé, et je pense qu'elle avait raison de le penser, qu'elle avait été blacklistée
par certaines figures puissantes du cinéma français, comme par exemple Daniel Toscan du Plantier, qui dirigeait La Gaumont, et qui, paraît-il, ne l'aimait pas. En tout cas, il y a plusieurs films Gaumont, notamment Un amour de Swann de Wolfgang Schlandorf, où elle avait été envisagée pour jouer la duchesse de Guermantes. Il paraîtrait que Toscan du Plantier a fait des pressions sur Schlandorf pour que ce ne soit pas cette emmerdeuse féministe qui soit castée, mais plutôt Fanny Ardant. Yves Montand aussi, par exemple, l'a fait remplacer par Françoise Fabian sur un film de Jacques Demy. Clairement, je pense que son image de féministe en colère a nui à sa carrière d'actrice dans les films un peu mainstream. Donc elle était quand même un peu blessée, même si elle avait aussi l'orgueil de dire qu'elle trouvait le cinéma français des années 80 très mauvais et qu'elle était contente qu'il ne s'adresse pas à elle. Il y avait quand même, je pense, une part d'orgueil blessé là-dedans. Elle a continué malgré tout à faire du théâtre, et notamment un spectacle qui a eu beaucoup de succès, qui est l'adaptation en pièce de théâtre par Marguerite Duras de La Bête dans la jungle, le roman d'Henry James, qu'elle a joué sous la direction d'Alfredo Arias avec Sami Frey, qu'elle a repris plusieurs fois, qui a été un grand succès. Donc le théâtre a continué à lui apporter des satisfactions assez fortes, mais le cinéma l'a délaissé. Elle a quand même fait un très beau film avec Chantal Akerman 10 ans après Jeanne Dielman, qui s'appelle Golden 80s, qui est une comédie musicale où elle a un rôle très émouvant. Et puis, elle a rencontré une cinéaste assez expérimentale, Ulrike Oettinger, qui est une sorte un peu l'équivalent féministe du cinéaste Werner Schröter, c'est donc une réalisatrice assez peu connue, dont aucun film n'a été distribué en France. Et d'ailleurs, Delphine Seyrig disait que c'était quand même pas un hasard si les films de Schröter, aussi audacieux et fous soient-ils, étaient distribués en France, mais par contre, son équivalent féminin n'était pas distribué en France. Donc Ulrike Oettinger est une cinéaste très très peu connue par la cinéphilie française, notamment. C'est une cinéaste qui a vraiment ouvert à Delphine Seyrig un champ très très vaste pour qu'elle fasse des choses assez délirantes, qu'elle se déguise de manière très très ludique. On la trouve à la fois en bunny girl, en reine qui nourrit des enfants à son sein, en sœur siamoise. Elle s'amuse énormément dans les films très queer et très fous de Ulrike Oettinger. Je pense que ça la rendait heureuse de faire ces films-là, mais elle était quand même vraiment poussée vers les marges du cinéma. Elle avait vraiment disparu du centre du cinéma d'auteur mondial qu'elle a occupé durant 2 décennies. Alors, pardonne-moi parce que c'était pas du tout privé, mais tu vois, comme je vois en arrière-plan Christophe Honoré, enfin, je devine que c'est Christophe Honoré, je me dis qu'il dirait comme... des Inrecuptibles et que c'est... Voilà, donc quand même, entre 2 articles, en tout cas, voilà. Mais moi, je me dis que si elle avait encore été de ce monde, je me dis que dans les années 90, des cinéastes, enfin, Christophe Honoré, c'est plutôt la fin des années 80. Mais bon, un cinéaste comme Honoré, je suis persuadé que Delphine Seyrig... Complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Christophe Honoré aurait probablement, comme il a fait tourner Marie-France Pizier dans Paris, même Marie-Christine Barrault, un hommage à Manu Chemot de Romer. Je pense qu'il a un tel rapport à la cinéphilie des années 60 et 70, Christophe Honoré, que c'est quasiment sûr qu'il fait tourner Delphine Seyrig. Mais quand on voit par exemple qu'une actrice comme Bulogier, qui a connu dans les années 80 une sorte de décentrage comparable à celui de Delphine Seyrig, elle a vraiment été réinjectée dans le cinéma français le plus contemporain des années 90-2000 grâce à Xavier Beauvois et toutes les cinéastes de cette génération. Je pense que la même chose aurait pu arriver à Delphine Seyrig si la maladie ne l'avait pas emportée en 1990. Elle aurait forcément été redécouverte et accaparée par le jeune cinéma français d'auteur. Ouais, j'en suis persuadé. Je répète, Delphine Seyrig en construction, c'est édité chez Capricci. Pardon, voilà, juste là. Et toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. Merci beaucoup, Jean-Marc Lalanne, d'être venu pour nous en parler. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir partagé, merci beaucoup. À très vite. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.